David Filia. David, vous êtes professeur à l'ENSTA Paris Tech dans l'équipe Flowers et vous travaillez plus spécifiquement sur le concept d'apprentissage et finalement comment le robot peut apprendre de la manière dont nous-mêmes, en particulier je crois les enfants, pratiquent eux-mêmes leur apprentissage. Voilà, une bonne dizaine de minutes, on vous écoute et merci encore d'être là. Merci. Donc effectivement, je vais vous parler d'apprentissage et de la manière dont, un petit peu de la manière dont les enfants apprennent et de ce qu'on peut en tirer pour faire de l'apprentissage en robotique et en quoi l'apprentissage en robotique est spécifique. Donc je fais partie d'une équipe qui est bilocalisée entre Bordeaux et l'ENSTA Paris Tech, qui s'appelle Flowers. Donc si on regarde les applications qu'on peut espérer voir venir pour des robots dans les années qui viennent, elles sont très nombreuses. On peut imaginer d'avoir des robots de loisirs qui peuvent jouer avec les enfants, interagir. Et plus que le loisir, on peut même imaginer avoir des robots qui participent à l'éducation, qui permettent d'apprendre des choses, de faire des apprentissages interactifs et intéressants. On a beaucoup de projets sur des robots qui vont faire de l'assistance à des personnes, alors de l'assistance physique par exemple, à des personnes âgées, handicapées, ou de l'assistance plus cognitive, psychologique pour les personnes âgées, pour prévenir la sérénité, garantir une autonomie plus longue. Et puis des robots qui vont faire le ménage, voilà, le service à la maison, aller plus loin que simplement faire passer l'aspirateur, faire des tâches plus complexes, mettre la table, débarrasser la table, remplir le lave-vaisselle. Donc dans toutes ces applications, on est assez convaincu qu'on va avoir besoin d'apprentissage, en tout cas d'adaptation assez forte. L'apprentissage, ça peut être un peu dans toutes les situations, ça peut être d'apprendre à reconnaître des nouveaux objets qu'on a achetés à la maison, apprendre qu'on a acheté une nouvelle marque de céréales et donc le lendemain matin, c'est celle-là qu'il faut sortir pour le petit déjeuner, apprendre des nouveaux jeux avec les enfants, des nouveaux protocoles d'interaction, comment on joue à tel ou tel jeu, quelles sont les règles, quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd, ou adapter sa personnalité à la personne qui est en face de nous, avoir un robot qui a une personnalité un peu plus forte et expressive de temps en temps, et puis d'autres fois qui a une personnalité un peu plus calme et réfléchie. Donc quand on parle d'apprentissage en robotique, il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup d'actualités autour de l'intelligence artificielle d'une manière générale, et en particulier de l'apprentissage. Notamment ce qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Donc c'est les genres de techniques qui sont utilisées pour apprendre à jouer à des jeux vidéo. Donc ça, c'est par des équipes de DeepMind à Londres. Donc un des premiers exemples vraiment impressionnants, c'était un système qui permettait d'apprendre à jouer à des jeux vidéo, donc un grand nombre de jeux vidéo. Et pour beaucoup de ces jeux, arriver à surpasser les performances de l'humain. Et un deuxième exemple encore un peu plus récent, c'est le système qui a réussi à battre les champions du monde de Go. C'est quelque chose qu'on essayait de faire dans la communauté depuis longtemps. Et ce système a réussi à battre des champions de Go. Et encore plus impressionnant, à mon sens, c'est que la dernière version du système apprend à battre les champions de Go sans jamais jouer contre les champions de Go, en faisant que des simulations de jeu contre lui-même, contre différentes versions de lui-même, de manière à progresser dans l'apprentissage et à avoir un algorithme extrêmement performant à la fin. Donc tout ça, on aimerait bien pouvoir s'en servir en robotique et transférer ces capacités sur nos robots. Mais en fait, quand on regarde la manière dont tout ça est fait, réalisé, il y a plein de spécificités qui vont être un peu difficiles à appliquer en robotique. Alors une première chose, c'est quand on fait ça avec ce genre de système, on a énormément de données qui coûtent pas cher. C'est-à-dire les données là, dans ce cas-là, c'est des exemples de parties qui se jouent. Donc simuler le jeu de Go ou simuler des jeux Atari, ça se fait très très rapidement sur un ordinateur. Donc on peut avoir des millions et des millions d'exemples sans aucun souci. On peut aussi faire de l'apprentissage avec des données qui coûtent cher, par exemple pour avoir un système qui détecte des piétons avec une caméra dans une voiture. Il y a des sociétés comme une société Mobileye par exemple, qui vendent des systèmes de ce type-là, et ils ont des centaines de personnes qu'ils emploient pour labelliser des images, faire des petits carrés autour des piétons et des voitures pour faire l'entraînement. Donc, quoi qu'il en soit, on a besoin d'énormément de données. Et donc, l'apprentissage est particulièrement lent. C'est-à-dire que le AlphaGo, la manière dont il apprend à jouer, il fait beaucoup plus de parties qu'en fera jamais un joueur humain dans sa vie. C'est vraiment plusieurs ordres de grandeur au-dessus. Donc, c'est vraiment très, très gros et très, très loin de ce qui est réalisable dans une tâche physique, dans un environnement réel. Une autre délimitation qu'on peut voir, c'est que tous ces systèmes, ils sont spécialisés pour apprendre une tâche. Alors, il y a plein d'extensions, apprendre pour plusieurs tâches, transférer des connaissances entre différentes tâches. Mais à la base, la plupart de ces systèmes, et ce qui marche bien, c'est en général les systèmes qui apprennent une seule tâche.
Et puis, si vous avez essayé de faire tourner ces algorithmes, vous vous serez peut-être rendu compte que c'est aussi des algorithmes qui sont assez instables, assez durs à faire marcher dans la vraie vie. Donc on peut le faire bien marcher, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour que le système fonctionne. Et donc en robotique, en fait, on voudrait être capable d'apprendre avec beaucoup, beaucoup moins d'exemples. D'accord ? On voudrait que quand on interagit avec un enfant, on fait, je sais pas, 3-4 parties. Il faudrait qu'au bout de 3-4 parties d'un jeu, le système y ait compris les règles et soit capable de jouer. On ne veut pas faire simuler 10 000 ans de jeu à un jeu pour avoir un système qui sait jouer. Et donc on a besoin d'un apprentissage qui soit rapide, qui soit incrémental et qui soit en interaction avec le monde réel, donc suffisamment rapide pour pouvoir interagir avec le monde réel. On voudrait évidemment que le robot ne soit pas cantonné à une seule tâche et qu'on ne soit pas obligé d'appeler un ingénieur pour reprogrammer pour une nouvelle tâche à chaque fois. Donc on voudrait qu'il soit capable d'apprendre plein de tâches différentes. Et puis on ne veut pas être obligé d'appeler un ingénieur. Quand on a aujourd'hui un algorithme qui apprend à jouer à un jeu vidéo, c'est derrière, c'est des mois et des mois de travail pour des étudiants, des ingénieurs, pour faire marcher le système. Et il est hors de question que sur un robot, on puisse passer un mois de réglage pour avoir un robot qui apprend une nouvelle tâche. Et donc tout ça, il va falloir qu'on ait des algorithmes qui soient suffisamment stables et robustes. Donc ça pose un certain nombre de problèmes et de questions. Alors toutes ces questions, ça ne vous aura pas échappé qu'elles ont été résolues assez efficacement par l'être humain et par les bébés. Donc que ce soit pour apprendre à contrôler son corps, à se déplacer, apprendre à interagir avec l'environnement, apprendre des tâches assez complexes comme faire du vélo, ou apprendre en interagissant avec d'autres êtres humains qui fonctionnent à la même vitesse que nous, qui ne sont pas aussi rapides qu'une simulation. L'être humain, il arrive à apprendre tout ce qu'on sait faire, à parler, à reconnaître des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'objets. Et donc on aimerait bien arriver à faire la même chose en robotique. Et du coup, l'idée de la robotique développementale, c'est d'essayer de s'inspirer de la manière dont les enfants apprennent pour essayer de faire de l'apprentissage sur des robots. Bon, alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question, c'est de savoir de quoi on s'inspire. Donc en fait, sur l'apprentissage des enfants et plus généralement sur le développement, c'est-à-dire la manière dont les enfants progressent au cours de leur vie et apprennent des choses de plus en plus complexes, il y a énormément d'études, évidemment, en sciences cognitives, en neurosciences, dans différents domaines. Et donc du coup, l'idée pour nous, c'est d'essayer de prendre un certain nombre de ces modèles, de les appliquer sur des robots pour pouvoir avoir des robots plus efficaces. Et puis en retour aussi, ces applications sur des robots, ça peut aussi nous permettre d'avoir des infos sur comment mettre à jour ces modèles et comment avoir des modèles plus fins. Et donc, dans la manière dont les enfants apprennent et se développent, ce qui va nous intéresser, c'est des contraintes et des guides qui permettent d'apprendre plus efficacement et plus rapidement. Il y a par exemple le fait que pour un enfant, il y a le corps qui est simple et difficilement contrôlable au début et qui devient de plus en plus grand, fort, compliqué. Et peut-être que en fait, si on essaie déjà avec notre capacité à contrôler notre corps de manière complète, on aurait peut-être beaucoup plus de mal à apprendre à marcher. Peut-être que d'avoir un corps qu'on peut simplement contrôler le cou au début, puis se retourner, puis se mettre à quatre pattes, l'ordre de l'apprentissage et le fait que le corps contraigne cet ordre d'apprentissage est probablement quelque chose qui nous aide beaucoup à apprendre et à finir par apprendre des choses très complexes. Donc il y a plein de contraintes de ce type-là dont on peut s'inspirer. Et je vais vous parler seulement d'une plus en particulier aujourd'hui. C'est les mécanismes d'exploration et de guidage. Alors si vous laissez un bébé tout seul dans un environnement, il ne va pas juste s'asseoir et rien faire et attendre qu'on lui donne des exemples avec des labels pour lui dire ce qu'il faut apprendre. Il va faire plein de choses. Donc là, c'est un petit exemple rigolo où on laisse un bébé pendant une après-midi faire ce qu'il veut. Et donc vous voyez qu'il fait plein de choses. Et il fait des choses de manière un peu... Enfin, il y a une certaine structure. C'est-à-dire qu'il prend un objet, il joue avec, il le manipule, il le mord, il le jette pour écouter ce que ça fait. Et puis il passe à un autre objet. Et puis il recommence. Et il recommence sans arrêt. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il choisit d'apprendre, enfin de manipuler un objet, pourquoi est-ce qu'il continue sur un objet, pourquoi il s'arrête, et à quel moment il change. Alors ça, il y a plein de théories qui expliquent ça. Il y a plein de modèles. Une en particulier qui s'appelle la théorie du flow, dont le nom de l'équipe est inspiré. La théorie du flow, ça dit de manière assez intuitive que les actions qu'on choisit, les choses qu'on fait, c'est les choses qui sont ni trop compliquées, parce que c'est compliqué et ça nous énerve et on en a marre assez rapidement, ni les choses trop simples parce que ça n'a aucun intérêt et ça nous énerve et on en a marre aussi assez rapidement. Et donc on se place à un endroit où on est juste à la limite de ce qu'on sait faire, on va pouvoir apprendre à faire des choses, mais on va vraiment pouvoir apprendre, on ne va pas être bloqué. Et du coup, en fonction de quand nos compétences augmentent, les choses vont devenir les choses auxquelles on s'intéresse vont devenir de plus en plus complexes. Donc en fait, dans l'équipe, et notamment Pierre-Yves Houdeillet, le directeur, le responsable de l'équipe, on a beaucoup travaillé sur des modèles pour reproduire ces comportements sur des robots, sur des systèmes artificiels. Et on a proposé plusieurs modèles
qui permettent de modéliser comment sont faits les choix dans l'être humain, et puis pouvoir les appliquer en réalité. Et donc on a fait beaucoup d'applications de ces modèles en robotique, pour l'éducation, pour l'apprentissage aussi, pour l'apprentissage des enfants dans les écoles primaires, pour les aider à apprendre également. Donc je vais juste vous présenter deux petits exemples. Un premier exemple, c'est un exemple où on a un robot qui peut contrôler plein de choses dans son environnement face à lui, et mais ces contrôles sont assez complexes. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes très indirects qui permettent de faire des choses. Donc c'est une démo qui a eu un prix, qui est dans une conférence, et vous pouvez voir au sous-sol qui est en train de fonctionner en bas ici. Donc on a un robot qui est capable qui contrôle ses moteurs, et il surveille en permanence ce qui se passe dans son environnement. Il a un certain nombre d'objets, et puis il essaye de prédire ce qui va se passer sur les objets. Donc il a ce petit robot avec une petite lampe, il a une balle, il a des lumières, et il a 2 joysticks. Donc au début, le robot il va faire des choses un peu aléatoires comme ça, et essentiellement il va prédire que quand il fait des mouvements aléatoires, il ne se passe rien, d'accord ? Parce que la lampe ne bouge pas, la lumière ne change pas, il ne se passe rien d'intéressant. Et tout d'un coup, il va réussir à toucher par hasard le joystick, et là, en bougeant le joystick, il va s'apercevoir que le robot qui est là-bas peut bouger. Et donc du coup, on va se servir de cette information pour, avec nos techniques qui vont chercher à apprendre le plus efficacement possible, quelles sont les actions les plus intéressantes. Et donc il va se focaliser sur ce joystick pendant un petit moment, puis une fois qu'il saura faire, il va s'arrêter et passer à la suite. Ouais, je conclue. Et voilà. Et du coup, une fois qu'il a contrôlé le petit robot, il va contrôler la balle, etc., et contrôler les lumières. Et donc, progressivement, il va s'intéresser à faire des choses de plus en plus complexes, et il va arriver à contrôler l'ensemble des systèmes qui sont face à lui. Voilà, je vais passer ma dernière vidéo, juste pour dire qu'on peut apprendre à faire du contrôle, mais on peut aussi apprendre à faire de la perception. Par exemple, avoir un système qui permet de reconnaître et d'apprendre à reconnaître des objets, avec un signal d'apprentissage qui est très faible, et en organisant l'exploration de manière intelligente, faire en sorte qu'on puisse reconnaître des objets dans des situations beaucoup plus complexes. Ouais, je vous remercie. Merci beaucoup. Ma question sera hyper scientifique. Le bébé, c'est pas le vôtre? Non, j'aurais pas osé quand même. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir.